Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai eu à implémenter un système en recherche d'informations. Et dans ce système, eh bien, il faut stocker de grandes quantités de données, notamment des chaînes de caractères ou des mots. Eh bien, ça peut être très coûteux si on doit analyser lettre par lettre chacun des mots dans un dictionnaire, etc. Et du coup, je me suis penché sur la question de comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer la vitesse. Eh bien, j'ai obtenu une réponse que vous voyez déjà à l'écran, les fonctions de hachage. Alors, leur point faible, on verra ça plus tard. Mais j'aimerais déjà qu'on se concentre sur les fonctions de hachage en elles-mêmes. Puisque là, on va pouvoir voir notamment plusieurs utilisations pour les fonctions de hachage. Pour ceux qui ne le savaient pas, eh bien, ce n'est pas que réservé à la sécurité, ça peut être réservé à plein d'autres domaines, comme par exemple la vérification de l'intégrité des fichiers. Alors, la vérification de l'intégrité des fichiers, c'est utile quand on envoie un fichier à quelqu'un et qu'on veut être sûr qu'il a exactement le même et qu'il ne soit pas modifié. Ensuite, on a les certificats SSL et la signature, qui est en réalité une fonction de hash, comme on a pu le voir en cours. Et bien évidemment, les mots de passe. Et aussi, comme j'avais mentionné avant, ça sert aussi au niveau du code pour stocker des chaînes de caractères et leur associer des valeurs pour y accéder plus rapidement. Je vous propose maintenant une petite définition de ce qu'est une fonction de hachage. Comme vous le voyez à l'écran, ici, on voit que c'est censé être unidirectionnel. C'est-à-dire que lorsque je prends mon mot de passe, par exemple, et que je le passe par une fonction de hash, il ne doit pas être pratiquement possible, j'insiste beaucoup sur le pratiquement, de revenir en arrière. Pratiquement pourquoi? Pratiquement tout simplement parce qu'il faut bien du temps, il faut que ça mette beaucoup de temps pour remonter si jamais ça vient exister, ou du moins il ne faut pas qu'il y ait de solution miracle. Par exemple, il existe le brute force, il va juste en fait aller dans un sens sans aller dans l'autre. Si jamais elle vient être bidirectionnelle, il devient une fonction de chiffrement ou tout simplement en fait une mauvaise fonction, une fonction d'encodage tout simplement. Il y a aussi l'aspect déterminisme. Le déterminisme, je vais y passer très vite, c'est en gros il ne faut pas utiliser du random puisque sinon on aura pour une même entrée plusieurs sorties. Ensuite, on a la taille unique. La taille unique, comme son nom l'indique, c'est-à-dire qu'on a une entrée de n'importe quelle taille, elle doit finir dans la même taille. Ce n'est pas le cas de la fonction que vous avez en haut, je vous rassure. La fonction que vous avez en haut, elle va vous donner une taille différente pour chacune des entrées. On a aussi l'unicité. L'unicité, si je reprends la fonction qu'on avait juste avant, l'unicité, elle va dire qu'il faut qu'il y ait uniquement une sortie pour une entrée. Toujours la même, hein, et toujours à sens unique. Mais il faut qu'il n'y en ait qu'une seule. Par exemple, ma fonction ici, c'est absolument pas le cas. Puisque si quelqu'un tape EFAJBAINGCFJAJ, eh ben, il va tomber sur le même haché qu'on a eu juste avant. Alors, je vais vous proposer quand même de voir deux, trois petites fonctions connues, puisqu'on va en analyser plus en détail quand même deux d'entre elles, tout au moins une d'entre elles, à fond. Alors, on a la Ghost, qui est la plus ancienne que j'ai trouvée. Il y en a certainement d'autres avant, mais peut-être qu'elles sont pas assez connues. Mais Ghost est quand même assez utilisé. Il a été utilisé notamment jusqu'à l'arrivée du MD5, etc. Je vous laisse éventuellement mettre pause sur la vidéo si vous voulez voir en détail et si vous voulez faire vos propres recherches. Là-dessus, chacune de ces fonctions a un fonctionnement qui peut être différent l'une de l'autre, mais certaines sont regroupées dans des familles. C'est le cas notamment pour MD5 et SHA-1 qui ne sont pas sûrs. Il va y avoir deux types d'attaques. Passons à l'attaque par collision. Alors l'attaque par collision, son principe, c'est de créer des collisions. Vu comme ça paraît bizarre, mais en gros, on va avoir des blocs qui vont donner le même H. Il faut trouver justement, grâce à cet algorithme, des valeurs pour que ça donne la même chose, qui soient différentes l'une des autres, hein, bien entendu. Et alors, il faut savoir que c'est rapide à l'échelle humaine. Ça va utiliser du random, donc du coup, ça peut varier, et ça peut varier de quelques secondes si vous avez de la chance, à quelques années si vous en avez vraiment pas. Alors ça, c'est pas ça dépend aussi des fonctions qu'on a. Et donc, ça fonctionne sur MD5 et SHA-1 grâce à une construction que vous devriez connaître si vous avez bien lu votre cours. Il s'agit de Merkel-Damgard. Merkel-Damgard, sa construction est simple. Elle vise à dire qu'on a un vecteur d'initialisation pour pouvoir initialiser le premier tour de hash. Et ensuite, on va utiliser un message qu'on va diviser en blocs. La division, elle se fait en M blocs. Et pour le dernier, on a un petit truc spécifique. C'est que si jamais, comme par exemple dans cet exemple, on voit que d'un côté, il est plein. Donc on a 64 octets, ce qui représente 512 bits, il est plein. Et de l'autre côté, il n'est pas plein. Eh bien, le remplissage va servir à remplir ce dernier bloc. Après, on verra ce que la notion de bourrage, je vous rassure, hein. Donc là, on démarre avec ceci, et donc on va le splitter. Il manque du coup 312 bits à ce bloc-là. Eh bien, c'est là qu'intervient le bourrage.
Donc le bourrage, il va servir ici à remplir entièrement le bloc de valeurs nulles, valeurs pas très intéressantes. Il commence forcément par un 1, mais ça c'est plus de l'implémentation, on s'en fiche un peu. Et à la fin, on ajoute la taille de la chaîne, qui va rajouter sécurité supplémentaire. Donc grâce à ça, on va pouvoir obtenir le haché au bout de m blocs. Et maintenant, il faut bien définir ces fonctions. Donc ces fonctions, elles sont définies par ces quelques petites lignes qui sont assez barbares vues de loin, mais qui en réalité veulent juste dire que ce sont des fonctions conditionnelles. Ils vont renvoyer par rapport au M, donc le message, MT qui représente l'index dans le message. On a FT qui représente plusieurs fonctions qui ont trois entrées. Et donc, ils vont faire des opérations basiques binaires. Plutôt simple d'implémentation, hein, j'en ai pas du tout chier, je vous garantis. Hein. Quoique, est-ce que je devrais dire chier? Je sais pas. Maintenant, je l'ai dit, c'est trop tard. Donc, voici l'implémentation en C. Et donc pour implémenter ce MD5, il faut savoir que le vecteur d'initialisation est, totalement statique, au même titre que K et que R. K et R sont des matrices de rotation et d'addition. Alors, je vous propose une petite démonstration maintenant. Cette démonstration a uniquement pour but de montrer comment ça fonctionne le MD5 en prenant ici Hello World et ensuite la chaîne vide pour qu'on puisse comparer avec les vrais résultats. L'attaque par collision. Alors l'attaque par collision, comme vous pouvez le voir ici, on a un bloc. Et donc, on va avoir des opérations ici qu'on va appeler des conditions dans notre bloc. Donc, ça doit être un bloc qui doit faire très exactement 64 octets pour respecter, comme on a vu dans l'implémentation, la taille d'un bloc à hacher. Et ensuite, ici, on va ajouter des conditions. Alors, il faut savoir que les conditions sont surtout présentes du bloc, ici de Q3 jusqu'au Q21. Après, pour le reste, c'est des conditions qui vont être un peu plus générales, puisqu'on va pouvoir mettre quasiment tout ce qu'on veut dedans. Un peu barbare comme ça, mais je vais vite vous expliquer comment ça fonctionne. Les points représentent aucune restriction. 0 et 1, simplement dire que ça doit être soit 0 soit 1. Là, c'est pas très compliqué. L'accent circonflexe, lui, doit dire que ça doit être égal au bloc d'avant. Ensuite, on va avoir le point d'exclamation qui doit dire que ça doit être différent du bloc d'avant. Donc, si c'est un 1 qu'on avait avant, bah là, on aura forcément un 0. Et du coup, le deuxième bloc aussi doit obéir à des conditions différentes. Puisque l'algorithme, vous l'aurez compris, il s'agit juste de trouver les bonnes conditions pour obtenir les deux blocs. Pour la démonstration, je l'ai bien évidemment accéléré. Et ici, on voit juste, bah, la progression que l'algorithme a pour trouver les collisions entre les différents blocs. Donc, comme on a pu le voir grâce à la démonstration, on va obtenir des blocs à peu près de cette forme. Et donc ici, on aura le même résultat et on peut voir qu'il y a des petites différences pourtant. Et donc, on a bien trouvé une collision. Les autres algorithmes. Alors, au niveau des autres algorithmes, sur MD5 et sur SHA-1, ils se ressemblent un peu. On va voir par exemple Mark Stevens qui a proposé le fast call, c'est le même auteur. C'est d'ailleurs de son article, que j'ai pu, tirer, les, conditions et c'est basé sur la collision attack de Wang et al. Qui date de 2004, qui a rendu d'ailleurs le MD5 pas sûr du tout et ensuite le Klima's attack de Vlastimil Klima en 2005. Donc ces 2 là ont permis d'accéder, au fast call. Alors la suite du fast call, eh bien, c'est le Chosen Prefix Collision Attack, par la même personne, donc Mark Stevens, et le hash clash. Alors, ensuite, on a également les algorithmes pour SHA-1, qui ressemblent énormément, sauf qu'on pourra dénoter qu'il aura fallu quand même un peu plus de temps pour obtenir le Chosen Prefix Collision Attack, ce qui date de 2019, et le Free Start Collision Attack, qui date de 2015. Donc le Chosen Prefix, ça veut dire que quand même vous pouvez choisir ce que vous voulez comme préfixe, et il va vous trouver une collision. Et le Shattered de Google, que je n'ai pas voulu présenter puisque j'avais Mark Stevens et un article scientifique, ce qui fait qu'on est plutôt pas mal. Et maintenant, comme promis, un petit bonus, la Length Extension Attack, avec un accent English perfect, eh bien, elle va se dérouler grâce à la construction de Merkel Damgard. Ah oui, lui, il a beaucoup de problèmes, hein, des attaques par collision et en plus, les Length Extension Attack. Alors l'avantage de cette petite attaque, c'est qu'elle est compatible avec tous ceux qui utilisent ce modèle-là, y compris le SHA-256. Alors après, faut pas tout de suite paniquer pour ceux qui utilisent le SHA-256. Cette attaque, il faut dire ce qui est, elle est utile dans des cas très, 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 très précis. Comme par exemple, le cas où on a Paul et Alice qui veulent communiquer. Ils ont tous les 2 un mot de passe. Pour communiquer, ils utilisent le système suivant. Il produit un hash qui est composé du mot de passe
du message qu'il va envoyer et il envoie le message. Donc il envoie le hash et le message. Alice va recevoir ce message et va appliquer la vérification en utilisant le mot de passe avec le message concaténé. Si elle obtient la même chose, le message est valide. Sinon, le message n'est pas valide, il a été altéré. Alors comment est-ce qu'on peut faire, vous allez me dire? On va pouvoir ici accéder à remplissage, bloc 1, etc. Et à la fin, on a le bourrage. Et donc, on a un haché. Le haché, si vous avez bien suivi, c'est ce qui sort d'une fonction, mais qui peut aussi rentrer dans une autre fonction. Alors là, les plus perspicaces auront donc deviné qu'on va créer une nouvelle itération. Alors pour créer cette nouvelle itération, eh bien on n'a pas besoin du mot de passe. C'est pour ça que du coup, c'est tout l'intérêt de l'attaque, on n'a pas besoin du mot de passe. Et c'est là qu'intervient l'interception. L'interception, c'est que Bob va récupérer le message, et tout simplement, ce qui va être fait dessus, vous l'avez devant vos yeux, eh bien c'est qu'on va calculer le bourrage qu'on a eu avec Salut ça va, et le mot de passe, donne-moi de la thune à cette adresse STP. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler l'extension, le donne-moi de la thune à cette adresse STP. Et ben cette extension, on va la calculer et on va la mettre avec du padding entre. Donc on va recalculer un nouveau hash à partir du précédent hash. Bon ici, j'ai pas mis la même taille. Elle va donc le vérifier MDP plus message et on obtient bien la même chose, ce qui veut dire que le message est valide. Pourtant, Bob n'a pas de mot de passe, mais il a quand même pu envoyer. Donc vous l'aurez compris, cette attaque, elle est très, très précise, elle n'est pas applicable dans la plupart des cas puisqu'aujourd'hui, très peu de personnes utilisent ce système pour communiquer avec des messages. Donc aujourd'hui, je vous ai montré, les attaques, actuelles, mais il faut pas oublier que ça évolue. Comme l'informatique, avec l'arrivée de l'IA, on va peut-être découvrir de nouvelles failles, encore une fois. Il faut pas oublier aussi on arrive vers une ère des ordinateurs quantiques. Les ordinateurs quantiques sont quand même bien plus puissants que des ordinateurs classiques et permettront à terme, très certainement, même si ça reste un peu hypothétique pour le moment, ça permettra très certainement de pouvoir, casser tous les algorithmes de hachage qu'on a et donc briser cette unidirectionnalité que nous avons actuellement. Bon, pour récapituler un peu tout ce qu'on a vu, il faut se souvenir qu'une fonction de hachage a quand même des défauts, notamment au niveau des collisions, mais aussi parfois dans leur construction. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand on va utiliser sur notre site ou sur notre application, quand on va stocker des mots de passe par exemple, il faut bien faire attention au système qu'on va utiliser. Faire attention aussi à le changer en fonction des arrivées de nouveaux algorithmes malveillants, car si nous ne mettons pas à jour, mettons en danger toutes les personnes qui utilisent notre application. Et c'est notre devoir en tant que développeur de veiller à la sécurité des usagers de nos applications.